Vous écoutez Pyramide FM. Canal Plus vous donne l'heure. Il est 12 heures. Vous êtes des milliers à nous écouter. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Pyramide FM. Le week-end, c'est toujours chaud sur Pyramide FM. Sport en direct, vidéo en live et invité politique. 105.5 FM. C'est ici que ça se passe. Les 12 de Pierrot à Tubé sur 105.5. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Les chrétiens connaissent parfaitement ces versets de la Bible à propos du lieu de naissance de Jésus-Christ. Depuis quelques années, le Togo ne cesse de produire ces Christ, des seigneurs dont les noms font briller le pays, qualifiés de l'ordre de l'humanité. C'est au tour de l'arbitre de football, Vicentia Amédomé, d'officier dans la cour des grands. Elle représente le sifflet togolais à la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle a d'ailleurs dirigé avec brio son premier match. La Coupe du monde de football rappelle toujours de très bons souvenirs aux Togolais. En 2006, c'est sur le terrain que les éperviers ont tenu tête aux plus grandes nations en Allemagne. L'histoire va-t-elle se répéter avec les prochaines éliminatoires? Comme en politique au Togo, l'histoire politique de ce pays semble bégayer. Chaque moment d'élection est un moment particulier. Il est généralement fait d'appréhension, de tension et souvent de critiques. D'ailleurs, les critiques ont toujours constitué les lits des processus électoraux au Togo. Les présentes critiques vont-elles aboutir à la construction de très bons lits pour des nuits paisibles pour les organisateurs des scrutins, les candidats et les partis politiques? Ces derniers sont en pleine saison de mobilisation. Ils seront de plus en plus nombreux à aller au contact de leurs militants et sympathisants. Les prochaines élections aiguisent les appétits. De nombreux aspirants se préparent à entrer au Parlement. Même si personne ne connaît avec précision les dates des élections, tous les observateurs s'accordent à dire qu'elles auront lieu incessamment. Après le recensement électoral, la Commission électorale nationale indépendante a passé à l'affichage des listes provisoires 2 jours pour consulter ces affiches. Ils sont d'ailleurs finis, mais pourquoi juste 2 jours? Tous les inscrits ont-ils pu tous vérifier leur nom? Tous ont-ils été réellement informés? La CENI a-t-elle vraiment communiqué? À l'heure des nouvelles technologies, la communication est devenue un maillon essentiel dans la chaîne des réussites. Les candidats au bac 2 ne diront sans doute pas le contraire. Ils sont nombreux depuis quelques heures à avoir le sourire aux lèvres. Ils iront rejoindre le monde des étudiants pour ceux qui auront les moyens de continuer et celui des chômeurs pour ceux qui n'auront pas d'autres issues. Les issues se bougent de plus en plus. Les offres sont devenues rares et sélectes. Celles portées par les maîtres terroristes ont fini par convaincre dans certains milieux jeunes. Au Nord Togo, des hommes, mais aussi des animaux ont été pris pour cible. Le parti a dit évoque 12 soldats tués, des centaines de bœufs qui ont subi le même sort. Que s'est-il réellement passé dans la forêt de Dung, à Tapialim, dans la commune de Tandouaré 2? L'Alliance des démocrates pour le développement intégral demande qu'une enquête soit diligentée. Doit-on la confier à la LTDH qui célèbre ses 33 ans? La Ligue a été créée le 20 juillet 1990. Notre invité, c'est Antoine Folly, délégué général de UDS Togo. Il connaît bien cette période des années 90. Nos contacts sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Romaric Faitassa. Antoine Folly, bonjour. Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Pyramide. Pierre, comment vous allez? Oh, très bien, je me porte bien, je remercie Dieu. Je suis en bonne santé, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est vraiment l'essentiel. Pas ce temps qui court, puisqu'on constate que de plus en plus de personnes sont malades ou soit carrément et rejoignent les ancêtres. Bon, c'est le sort commun de nous tous, hein, mais pour l'instant, ça va bien. Nous allons parler de la Coupe du monde de football avec d'abord cette Togolaise, Vicentia Amédomé, qui est
sur un premier match qui était sur un premier match entre Philippines et Suisse. D'abord, est-ce que vous avez été surpris par cette présence? Non, non, à proprement dit non. Parce que sur ce plan, le Togo a toujours produit de bons arbitres. Depuis toujours, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Surtout chez les dames. Donc, non, c'est un honneur pour notre pays qu'elle ait été désignée par la FIFA pour cette Coupe du Monde. C'est une dame que je connais bien, elle est très rigoureuse, elle travaille beaucoup. Je pense qu'elle fera une bonne Coupe du Monde et surtout qu'à l'avenir, elle servira de référence à beaucoup de jeunes filles, d'anciennes footballeuses qui voudront s'orienter vers la carrière d'arbitre. Ouais. Moi, j'en suis fier et je lui fais vraiment confiance pour représenter dignement notre pays et notre football au niveau de la Coupe du Monde. Oui, je pose cette première question sur le sport parce que, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes un ancien ministre des Sports et vous connaissez très bien le milieu du football. Et le milieu des arbitres particulièrement est un milieu relativement difficile parce que très très souvent, certains arbitres montent et rapidement tombent parce qu'il y a la corruption qui passe par là. Et pour un arbitre de cette carrure-là, quel conseil on peut commencer par le prodiguer? Non, il n'y a que deux conseils. C'est de continuer à progresser, progresser dans le suivi des règles du jeu, et puis surtout être rigoureuse. Et elle a toujours été. Il faut continuer à être rigoureux, et si elle le fait, moi, je pense qu'elle ira loin. Et puis, c'est vrai que ça paraît parfois difficile de résister à la corruption. La tentation parfois est forte dans ce milieu-là, surtout. Mais la rigueur dans le travail, la rigueur dans l'application des règles du jeu permet de se faire son chemin. Il vaut mieux terminer sa carrière d'arbitre comme un très bon arbitre que de terminer trop tôt pour cause de corruption. Et je pense que, parfois, la marge entre ces deux options n'est pas toujours très grande. Mais je disais tout à l'heure que le Saint-Cyr Médomé, elle a toujours été un très bon arbitre et puis elle a toujours fait preuve d'une grande rigueur. Il faut qu'elle continue comme ça et elle ira loin dans l'arbitrage. Au contraire des hommes, on a l'impression que le Togo ne produit plus autant de très très bons arbitres parce que les dernières Coupes d'Afrique des Nations, par exemple, le sifflet togolais ou les sifflets togolais n'ont pas autant été présents. Bon, vous savez, c'est toujours le même problème. Hein. Il faut que notre football regagne en éclat pour que nous ayons de bons arbitres. Quand le niveau du football national est élevé, eh bien, on arrive à produire de bons arbitres. Et puis, il y a le chemin que nos clubs parcourent dans les compétitions continentales. Hein. Bon, donc, tout est lié, en fait. Vous voyez, ces derniers temps, vous avez vu que notre football féminin a quand même fait des progrès. Bon, ce n'est pas étonnant que l'on voit des arbitres féminins qui émergent. Voyez. Donc, non, moi j'ai confiance. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes, d'anciens footballeurs qui veulent bien s'orienter vers cette carrière d'arbitre. Mais il faut que le niveau de notre football continue de progresse pour que ces arbitres aient à officier des matchs importants, des matchs qui aient de l'intérêt, vous voyez, pour le public et qui leur donnent, j'allais dire, de la valeur à eux en tant qu'arbitres. Voilà. De manière générale, le football togolais, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est en train de progresser.
puisque les résultats, hormis le fait que ASCO soit présente lors de la dernière Ligue des Champions en phase de poule, à part ça, au Togo, il ne se passe plus grand-chose. L'équipe nationale n'est plus présente au Coupe d'Afrique des Nations, même à 24. Ben, nous sommes obligés de faire ce constat. C'est vrai. Et moi, j'ai toujours dit que bon, aujourd'hui, le football, bon, ce n'est pas, j'allais dire, ce qui se passe chez nous, bien sûr, est loin de ce que devrait être le football moderne. Vous voyez, aujourd'hui, le football, nous continuons de pratiquer le football des championnats un peu comme bon, il y a plusieurs années en arrière. Mais les choses évoluent et il faut que nous évoluions. Et depuis, j'allais dire, 5-6 ans, le football togolais s'est doté de nouveaux textes. Les ligues régionales, les ligues ont été alignées sur les régions pour pouvoir permettre excusez-moi, des championnats de région, des championnats relevés. Les districts ont été alignés sur les préfectures, là aussi, pour permettre des championnats de district. Maintenant, est-ce que tout ça est mis en application? Vous savez, dans tous les pays qui évoluent, il y a la préformation où on forme des jeunes qui veulent s'orienter vers le football, on forme et qui sont versés dans les clubs. Donc la préformation produit pour les clubs et les clubs ont vocation à former des jeunes préformés. Ensuite, vous avez le football, j'allais dire amateur, qui nourrit le football professionnel. Et chez nous, tout est mélangé. Bon, j'entends dire que le Togo va s'orienter ou veut s'orienter vers le football professionnel. Il y a longtemps que cette idée germe. J'espère qu'elle est bien conduite et que très bientôt, nous en verrons les résultats. Mais au jour d'aujourd'hui, rien de tout cela ne se traduit, ni sur le niveau de notre football. Vous savez, bon, tous les Togolais, tous les jeunes Togolais qui sont dans le football aujourd'hui rêvent de devenir des bailleurs, chez Adebayor, mais on ne devient pas chez Adebayor comme ça. Chez Adebayor est devenu chez Adebayor parce que il a quitté très tôt le Togo, il a été formé dans un club en Europe, il a travaillé dur, il ne faut pas croire que le talent suffit. Il faut travailler dur, et il l'a fait, il a travaillé dur. Et depuis, qu'est-ce que le Togo a produit encore comme footballeur en dehors d'Adebayor? Organisé, il faut de la volonté politique d'accompagner la fédération, pas seulement la fédération de football, hein. Ce qui se passe dans le football, ça se passe aussi dans d'autres sports qui sont quasiment inexistants aujourd'hui. Donc, il faut qu'il y ait une volonté politique d'accompagner. Mais justement, est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir de l'espoir, surtout que on évoque de plus en plus ce professionnalisme autour de notre football? Bon, ben, si la mise en œuvre de l'idée est confiée à ceux qui en ont les compétences, ça se fera. Parce que il ne suffit pas de dire on veut un football professionnel. Le football professionnel, c'est quelque chose dont la mise en œuvre se fait de façon progressive. Ça c'est pas quelque chose qu'on peut décréter. Non, pas du tout. Ça peut demander 5 ans, ça peut même demander 10 ans. Parce il faut changer la structure des clubs. Non, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça parce que du jour au lendemain, le gouvernement a décidé de passer au football professionnel. Non, c'est pas comme ça. Donc, non, il y a des étapes. Il y a des étapes. Il y a surtout des volontés, la volonté politique d'aller vers le football professionnel. Vous avez parlé de compétences. Est-ce qu'on l'a au plan local? Ben, bien sûr, vous savez, des gens au niveau local qui ont les compétences hein, pour aller vers le football professionnel. Vous savez, le football professionnel,
ce n'est pas de la philanthropie. Hein. Il ne faut pas que les gens pensent que le football professionnel, c'est comme les clubs de quartier. Non, non, non. Le football professionnel aujourd'hui, moderne, c'est du business. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut. Donc il ne suffit pas d'être dans un bureau pour dire avec des présidents de clubs qui ne connaissent pas grand-chose hein, à l'évolution, enfin au football professionnel, pour dire qu'on veut faire du football professionnel. Mais il y a des gens, que ce soit dans le secteur privé ou même à l'étranger, hein, qui sont intéressés par le football professionnel. Hein, en tant que business. Dans le football professionnel, il y a plus de business que de sport. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Voilà, donc... C'est un peu comme ce qui se passe actuellement entre Mbappé et le PSG, là. C'est ça, le football professionnel moderne. Dans le football professionnel aujourd'hui, vous avez des clubs qui sont des sociétés et qui doivent générer des bénéfices. Voilà. Et puis, à côté, vous avez une association qui est membre de la fédération, etc. Mais donc, entre les deux, bon, il y a... il doit y avoir des accointances, mais le vrai football professionnel aujourd'hui, c'est du business, c'est pas autre chose. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui va se décréter, qui va, par arrêté ministériel ou par décret en conseil des ministres. Non, pas du tout. C'est du business. Il faut le comprendre comme tel. Et il faut y associer des gens qui ont la volonté d'investir dans le football. Et quand on investit, on veut avoir un retour d'investissement, c'est-à-dire avoir des bénéfices. C'est comme ça qu'il faut le faire. Le business, le football professionnel, tel qu'on est en train de l'imaginer, au Togo ne marchera pas si on n'intègre pas la dimension économique, la dimension entreprise. C'est ça qui marchera. Voilà. Quand on fait l'état des lieux aujourd'hui, on sait que nous avons des clubs qui ne sont pas encore très bien structurés, mais il y a également la question des infrastructures, parce que quand vous prenez la ville de Lomé, vous avez le stade de Kégué, vous avez le stade municipal, et puis après, quand vous rentrez à l'intérieur du pays, vous n'avez presque plus rien. Le stade de Sokodé, entre-temps, a été rénové. Mais là aussi, comment procéder? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a pour les infrastructures, il y a deux façons de procéder. Soit c'est des privés qui construisent des infrastructures, comme ça se fait dans d'autres pays, avec un contrat, un contrat entre ces investisseurs et les autorités, pour que ces investisseurs puissent avoir leur retour d'investissement. Et puis, il y a l'autre option, c'est que ce soit les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État, qui construisent ces infrastructures et les mettent à disposition des clubs, des villes, de la fédération, dans le cadre d'un contrat de partenariat entre l'État et la fédération. Parce que il ne faut pas oublier que le football est géré par une fédération. Hein. Mais généralement, se fait dans le cadre d'une délégation de pouvoir reçue des pouvoirs publics, de l'État. Ouais, donc, il y a ces deux options. De toutes les façons, on ne pourra pas faire du football professionnel avec les infrastructures que nous avons aujourd'hui. C'est pour cette raison que je disais que le processus, le plus tôt il démarrera, mieux ça sera. Mais en tout cas, il faut qu'on ait conscience que ce processus va s'étaler sur plusieurs années. Est-ce que le modèle béninois, là, c'est un modèle qui éventuellement peut être imité par le Togo, puisqu'aujourd'hui on sait qu'au Bénin on parle de football professionnel, même si on sait que ce n'est pas quelque chose qu'on peut comparer avec ce qui se passe en Europe. Ils ont aussi construit quelques terrains depuis quelques 2 ans maintenant. Ils ont quelques terrains, même si la plupart ne sont pas encore aux normes de la FIFA. Est-ce qu'ils sont déjà sur la bonne voie, les Béninois? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté politique de doter le pays d'infrastructures qui se rapprochent de la norme internationale dictée par la FIFA. Il y a cette volonté.
Maintenant, je disais tout à l'heure que le football professionnel, c'est du business. Voilà. Donc, c'est vrai que l'implication de l'État est nécessaire, mais la réussite du football professionnel lui-même, eh bien, ça va se faire par des investisseurs. Ça ne sera pas autre chose. C'est vrai que le Bénin a fait quelques progrès, mais le fond du problème est là. C'est qu'il faut maintenant développer le football professionnel. Et ça, le Bénin ne réussit pas plus que le Togo hein, sur ce plan-là. Ils ont peut-être plus d'infrastructures que nous, mais en matière de football professionnel, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, bon, n'est pas totalement, je veux dire, à la mesure des infrastructures qui ont été construites, ou en tout cas, n'est pas à la mesure de ce qu'on pouvait espérer du football professionnel. Regardez, dans les pays d'Afrique du Nord, par exemple, vous allez en Égypte, au Maroc, en Tunisie, bon, là, il y a, en Afrique du Sud, par exemple, vous avez des structures de football professionnel qui n'ont pas grand-chose à envier à ce qui se passe dans les pays européens. La RDC, avec le TP Mazembe et puis d'autres clubs, essaye de se rapprocher de cela, mais parce que les gens ont compris que le football professionnel, c'est pas de la philanthropie. Bon, c'est pas non plus appeler les gens à courir tous les samedis matins. Non, c'est pas ça le sport professionnel. Il y a du business et puis il faut que le business soit accompagné d'une volonté politique. Quand vous dites appeler les gens à courir tous les samedis matin, vous voulez faire allusion à quoi? Je ne sais pas si vous parlez de notre dernier samedi national pour faire du sport. Vous faites allusion à ça? Non, mais non, ça c'est... C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. C'est une initiative, c'est une bonne initiative dans le domaine du sport de masse. Il faut même l'encourager. Il faut... Non, quand je parle de appeler les gens à courir tous les samedis matins, c'est des terrains périphériques. Le sport de masse. Voilà, tous les matins, on voit des petits jeunes qui vont faire Golvi et puis qui font le tour de ça. C'est pas ça. C'est pas avec ça qu'on va faire le football professionnel. Non, sinon le sport de masse, c'est même une bonne chose. Il faut même essayer de mettre en place des circuits pour que ça se fasse régulièrement. Que les Togolais aujourd'hui avec les émigrants ne bougent plus. Ils ne bougent plus, ne font plus beaucoup d'activités physiques. Les résultats, c'est qu'on voit beaucoup de gens qui sont atteints d'AVC, de diabète, etc. Alors qu'il suffirait que nous avons un climat qui s'y prête, il suffirait que les gens pratiquent plus régulièrement du sport pour préserver leur santé. Encore un dernier mot sur le football togolais. On sait que nous sommes bientôt engagés dans les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde de football avec des pays comme le Sénégal, la RD Congo, la Mauritanie, les deux Soudans. Est-ce que le Togo a une chance? Vous savez, de mon point de vue, si je me reporte à quelques années en arrière, par exemple en 2000, dans la campagne qui a conduit à la Coupe du Monde de 2006, quand vous regardez les joueurs à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des talents individuels comme Adebayor, Balo Dossé, qui était leur capitaine à l'époque. Il y avait des individualités très fortes. Mais aujourd'hui, si vous enlevez, c'est vrai, Adebayor, ceux qui sont là aujourd'hui ont des valeurs intrinsèques. C'est-à-dire en termes de niveau de football, ils sont même supérieurs à ce qu'il y avait en 2006. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est de constituer un vrai groupe. Un vrai groupe. Et ne pas à chaque fois, à chaque match, on dit, ah tiens, il y a un Togolais qui évolue dans tel pays, voilà, on va le chercher, on le met en équipe nationale. Il faut arriver à stabiliser un groupe. Créer les compétitions, que ce soit pour la CAN ou la Coupe du Monde, ça se joue beaucoup aussi au mental.
Ça se joue au mental, à la solidarité de groupe entre les joueurs. Et c'est ça que les joueurs avaient eu dans la campagne qui a conduit à la Coupe du Monde de 2006. Et en plus, à l'époque, une chose qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est qu'il y avait beaucoup de joueurs offensifs à l'époque. L'équipe du Togo marquait beaucoup de buts. Aujourd'hui, c'est vrai, nous manquons beaucoup de joueurs offensifs qui soient capables, comme je crois que à la campagne qui avait conduit à la Coupe du Monde, je crois qu'aux éliminatoires, c'est Cheyi Adebayor qui avait terminé meilleur buteur de la campagne des éliminatoires. Je crois qu'il avait marqué 10 ou 11 buts, quelque chose comme ça. Il nous manque, voilà, un joueur comme ça pour faire un peu, pour créer un groupe. Un grand leader. Voilà, il faut trouver un joueur, un leader qui crée autour de lui, voilà, une équipe, je vais dire un groupe, en fait, vous voyez. Et c'est ça qui manque. Et honnêtement, si vous me demandez mon avis, je pense que Adebayor est un joueur qui a beaucoup gagné en maturité depuis quelques années. Et moi, je pense qu'on devrait l'associer beaucoup plus qu'on le fait maintenant. On devrait l'associer, c'est ce que la préparation mentale de nos joueurs. On devrait l'associer à cette phase de préparation. Je crois qu'on devrait lui confier un rôle important dans ce bon, pas seulement lui, hein, il y en a d'autres, comme Nimombe Daré, par exemple, qui a passé beaucoup de temps en équipe nationale. Donc, tous ces gens-là devaient être, que ce soit Nimombe Daré, même Mabalo Dossé, vous voyez. Mais surtout, Cheyi Adebayor, qui reste aujourd'hui, pour notre pays, en matière de football, la référence. Voyez, donc je pense qu'on devrait plus l'associer. On a compris, vous n'avez pas vraiment répondu, mais vous avez répondu quand même, puisque vous ne pensez pas forcément que le Togo soit qualifié pour la prochaine Coupe du Monde alors. Non, c'est pas que... Moi, ce que je dis, c'est que si on met en place l'environnement qu'il faut, si on met en place un bon groupe, le Togo peut surprendre, comme on l'avait fait en 2007. Mais le Sénégal est devenu encore plus fort, le Sénégal. Oui, le Sénégal est devenu plus fort, mais aujourd'hui, prenez le cas de l'Égypte, par exemple. L'Égypte a toujours été un grand du football africain, mais il est arrivé que l'Égypte ne se qualifie pas, vous voyez, alors qu'ils ont de très bons joueurs. Hein. Donc aujourd'hui, ce n'est pas... Pour le Togo, bon, je dis que pour les éliminatoires, que ce soit pour la CAN, la prochaine, hein, en 2025 maintenant, je crois, puisque pour 2023, nous sommes out. Pour 2025... 2025 ou 26 hein. Ou 25 ou 20... Enfin, bon. Puisque la prochaine va être jouée l'année prochaine, en 2024. En 2020, bon, donc, oui. En tout cas, la prochaine. Bon, la prochaine qui est la CAN 2023, qui va se jouer en 2024. Peut-être que la CAN 2025 va se jouer en 2026. Mais comme en 2026, il y aura la Coupe du Monde, bon, on ne sait pas trop, on verra bien. Ça aussi, c'est des particularités africaines. Hein. En fait, ne pas être sûr que la compétition va pouvoir se tenir à la bonne date et surtout dans un pays sûr. Il est arrivé trop souvent que les phases finales soient déplacées. Ça aussi, c'est l'Afrique. Hein. C'est ça aussi qui fait le charme de l'Afrique. L'Afrique, un beau continent. Donc, pour répondre clairement à votre question, je dis oui. Vous savez, en dehors de la RDC, du Sénégal, de la RDC, moi, je me dis que le Togo peut surprendre si nous mettons en place le bon environnement pour permettre à nos joueurs de faire de bonnes performances. Avec l'ancien ministre des Sports, Antoine Folly, également délégué général de l'UDS Togo, nous avons passé 30 minutes à parler de football, actualité oblige, parce que actuellement il se joue du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, la Coupe du monde de football des dames, et qu'une Togolaise, Vicentia Amedome, arbitre à cette phase finale.
Nous allons maintenant parler de politique, et puisque on vous sait beaucoup plus politique, même si on sait également que vous êtes un dirigeant sportif. Et de plus en plus d'acteurs des années 90 et affichent leur fatigue de plus en plus. Certains, oui, m'ont confié qu'ils pensent même à prendre leur retraite. Je ne sais pas, c'est quoi le cachez-vous? Non, moi j'ai toujours dit que, vous savez, faire de la politique, c'est pas un métier, hein, vous savez, c'est une vocation. C'est une vocation pour laquelle on peut tout abandonner, vous voyez. Donc, moi, j'ai un objectif, c'est de contribuer à faire du Togo un pays, une nation meilleure qu'il ne l'est aujourd'hui. Bon, tant que Dieu me prêtera vie et que je serai en forme pour continuer à agir dans ce sens, je le ferai. Mais c'est évident qu'il arrivera un moment où, bon, la fatigue physique, même morale et intellectuelle, peut prendre le pas sur la volonté que l'on a. Mais pour l'instant, je me sens tout à fait en forme pour poursuivre cette vocation. Nous, on était très très jeunes quand on vous avait découvert à la conférence nationale à la télévision. C'est à ce moment-là qu'un certain Antoine Folly, avec d'autres acteurs, se sont révélés au Togolais 33 ans quand même maintenant. Et cette volonté d'il y a 33 ans ou qui fait 33 ans maintenant, est-ce qu'elle est intacte ou elle est relativement entamée? Non, cette volonté reste intacte. Là-dessus, il n'y a pas de doute. S'il y avait ne serait-ce qu'un petit doute, vous le verrez, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler. Par contre, en 33 ans, on a pris le temps de voir les choses autrement. Vous voyez? Donc, la volonté, elle est intacte, mais la vision, elle, ben, il faut adapter la vision. Vous savez, en 91, au 90-91, notre objectif, c'était quoi? C'était de faire partir le président de l'époque, M. Yadema, le faire partir par la révolution populaire. Bon, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas réussi. Mais avec le temps, on a pu aussi nous rendre compte que le problème, ce n'était pas la personne de M. Yadema, c'était toute la structure qui était mise en place, toutes les structures étatiques qui étaient mises en place pour faire perdurer la dictature. Et la preuve, c'est que M. Yadema est décédé, mais le système qu'il a mis en place continue de perdurer. Vous voyez, à partir de ce moment-là, il est, je dirais même humain et logique de changer la vision que nous avions dans le passé. Bon, c'est pareil aujourd'hui. Voilà des gens qui sont au pouvoir depuis plus de 50 ans. Bon, qu'il ne sera pas possible du jour au lendemain d'enlever de là-bas, ou à qui on ne peut pas dire dégagez, on prend votre place. C'était notre idée au début des années 90. Notre idée, c'était de balayer ce régime, le régime RPT, et instaurer un nouveau régime plus démocratique, plus nationaliste, plus patriotique. Bon, ben, vous-même vous parlez tout à l'heure de 33 ans. Nous avons eu 33 ans et on n'est pas parvenu à cet objectif. Ben, il faut prendre acte du fait qu'on n'est pas parvenu à cet objectif. Et revoir les choses, penser les choses, dire les choses, proposer les choses autrement. Sans entamer la volonté que nous avons de changer le Togo. Maintenant, au début des années 90, nous voulions changer le Togo sans ceux qui étaient sur place. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de penser à changer le Togo, y compris avec ceux qui sont là. C'est ça. Mais la volonté
de changer le Togo n'est pas entamée, elle est intacte, elle est même encore plus intacte qu'il y a 30 ans. Voilà. À cette époque des années 90, on vous désignait comme étant des venus de France. En fait, je ne sais pas si vous faisiez partie. Vous faisiez partie de ce camp? Bien sûr. Oui, mais et les gens vous reprochaient beaucoup de choses. Je ne sais pas si toutes les reproches qu'on vous avez faites à cette époque, je ne sais pas si elles sont justifiées ou pas. Que vous étiez venu mettre un peu de l'huile sur le feu, que votre approche à cette époque, cette approche-là n'avait pas tenu compte des réalités nationales. Mais c'est cette approche qui a quand même permis de parvenir à la conférence nationale souveraine. Non, vous savez, c'est vrai qu'on nous a reproché des choses. On nous a reproché un certain extrémisme, radicalisme, etc., qui n'était pas... Bon, mais nous étions dans une période révolutionnaire. On voulait... La constitution togolaise ne prévoit pas de conférence nationale souveraine. Nous l'avons imposée par par la révolution populaire, si on peut dire. Donc nous voulions changer les choses. La révolution, c'est changer d'ordre. L'ordre existant par un nouvel ordre. Voilà. Nous étions dans une période révolutionnaire. Et on ne fait pas de révolution par les urnes. Hein. Vous n'avez pas organisé des élections, vous demandez aux Togolais si vous voulez faire la révolution ou pas. Non. La révolution, elle vient, elle est là ou elle n'est pas là. Bon, donc nous étions, c'est vrai, animés à l'époque d'un esprit révolutionnaire. C'est-à-dire nous voulions changer le système sans ceux qui incarnaient ce système. Voilà. Donc, il n'y avait pas, en termes de méthode, en termes de, on ne pouvait pas faire autre chose. Mais c'est vrai aussi que à cette époque-là, il y avait une espèce d'antagonisme entre nos aînés qui étaient sur le terrain et puis nous qui étions revenus pour beaucoup à la faveur de la loi d'amnistie. Bon, beaucoup d'entre nous faisaient l'objet de condamnation par le régime précédent. Donc, c'est vrai que cet antagonisme entre nos aînés, qui étaient nos grands frères, qui étaient sur le terrain, dont certains avaient travaillé avec M. Yadema à l'époque, et qui nous disaient « Non, vous venez d'arriver, vous voulez aller trop vite, nous, on le connaît, on a travaillé avec lui, il faut y aller plutôt, pas etc., etc. » Et puis, il y avait cet antagonisme-là. Le compromis n'était pas facile à trouver, parfois, entre ces deux visions des choses. Bon, malheureusement, ces deux visions ont fini par créer des clivages au sein de l'opposition, des clivages qui sont devenus des divisions, dont nous traînons certaines jusqu'à ce jour. Oui, c'est ça. Alors, lorsque vous changez de paradigme en me disant, bon, nous avons essayé la révolution, ça n'a pas marché, nous avons essayé, on a tout essayé et ça n'a pas marché, et que si ça n'a pas marché, c'est parce que nous voulions chasser ceux qui étaient là et prendre leur place. Et quand vous changez de discours, il y en a toujours qui sont là pour dire « Ah, vous voyez, c'est des vendus, c'est des ceci, etc. » Tout ça est très difficile et crée des divisions au sein de l'opposition. Vous voyez. Donc, moi, je n'ai pas... Il y a des divisions qui sont préjudiciables à la lutte alors. Ah ben, bien sûr, mais qui sont préjudiciables même à l'objectif que nous poursuivons. Récemment, on a écouté un des acteurs qui a fait une nouvelle proposition. En fait, c'est des propositions qui sont réchauffées, on peut dire de cette façon-là,
il parle de partage du pouvoir. C'est docteur Georges Couessant qui a fait cette proposition. Il était même ici il y a enfin, il y a 15 jours, je crois. Partager le pouvoir avec Uni. Est-ce que, par exemple, ça aussi, quelque chose qui peut être réalisé ou pas, ou réalisable dans la situation actuelle de notre pays? Non, vous savez, nous ne parlons pas de partage du pouvoir. Quand vous parlez de cette façon, quand vous parlez de partage du pouvoir, ça devient tout de suite, ça prend une connotation, j'allais dire, d'arrangement. Bon, non. Nous parlons de vision, de gouvernance inclusive du pays. C'est quoi la différence entre le partage du pouvoir et la gouvernance inclusive? Dans le partage du pouvoir, ben, vous partagez le pouvoir. Le gouvernement, voilà, vous prenez ça, nous on prend ça, dans les grandes... Nous parlons de gouvernance inclusive. La gouvernance inclusive, c'est que ceux qui se sont toujours combattus s'assoient et définissent ce que nous appelons un dénominateur commun pour permettre à notre pays d'aller de l'avant et de faire face, de relever les défis auxquels il est confronté. Ce dénominateur commun, ça peut être politique. Quel type de démocratie nous voulons pour ce pays? À chaque élection, vous l'avez vu, on va peut-être en parler tout à l'heure, il y a des conflits. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de perdre le pouvoir. Et il y a des gens qui veulent conquérir le pouvoir. Ceux qui ont peur de perdre le pouvoir ont peur pour leur survie, y compris leur survie physique. Et ceux qui sont dans l'opposition ont aussi peur pour leur survie. Vous savez, être opposant dans nos pays d'Afrique, bah, vous êtes à la merci de tout. Hein. C'est soit le cimetière, c'est soit la prison. Vous n'avez aucune... C'est une situation d'insécurité permanente. Alors, est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir et dire, voilà le type de démocratie que nous voulons pour ce pays? Sur tel plan, qu'est-ce qu'on veut faire? On s'entend. C'est ce que nous appelons dénominateur commun. Sur le plan économique, il y a des grands projets économiques sur lesquels nous pouvons nous mettre d'accord. Des projets économiques qui vont prendre 15 ans, 20 ans, 30 ans et qui seront réalisés quel que soit celui qui sera au pouvoir, sur le plan de l'environnement, etc. Donc c'est ce que nous appelons un dénominateur commun. Mais ce projet-là, par exemple, il est réalisé ensemble. C'est justement ça que je veux dire. Ce projet, dès lors qu'on se met d'accord sur le contenu du projet, peu importe qui le réalise. Donc sur la conception, Mais c'est ça le dénominateur commun, c'est le projet lui-même, le projet dans son ensemble. Hein, c'est un projet national, patriotique. Mais dans quel cadre ça peut être mis en place? Dans le cadre d'une conférence comment l'imaginer? Ça peut être dans le cadre d'une conférence, ça peut être dans le cadre d'une concertation, ça peut être dans le cadre... il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui organisent des rencontres patriotiques ou des rencontres, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais ça peut être dans le cadre d'une rencontre entre les tenants du pouvoir et l'opposition pour définir ce dénominateur commun. Une fois que ce dénominateur commun est défini, mais ceux qui voudront participer à sa réalisation peuvent le faire ensemble. Mais ceux qui ne veulent pas s'associer à la réalisation peuvent se mettre à l'écart, et apprécier la mise en œuvre. Et ça, la mise en œuvre peut se faire au-delà de toutes les différences idéologiques, politiques, peu importe qui le réalise, ce qui est important, c'est que ça soit réalisé. Donc, la gouvernance inclusive n'implique pas automatiquement une participation au pouvoir. Elle peut se faire avec ou sans participation au pouvoir. Des gens peuvent dire, ah, le projet de développement national que vous avez mis en place, nous l'approuvons, mais nous n'irons pas au gouvernement pour sa mise en œuvre. Nous serons là, nous serons vigilants
nous serons exigeants, nous observerons la mise en œuvre. Si ça dérape quelque part, nous le dirons, mais nous n'y participerons pas. C'est un choix politique. Mais il y en a qui peuvent dire, bon, nous sommes prêts à nous associer dans le cadre d'un gouvernement à la réalisation de ce projet commun de développement du pays. Voilà, donc c'est l'essentiel, c'est d'avoir cette vision commune, ce dénominateur commun pour le développement du pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? C'est que nous avons en place un pouvoir qui est là depuis plus de 50 ans maintenant, hein. Mais les Togolais ont l'impression qu'ils sont dans un tunnel dont ils ne voient jamais le bout. Et les dirigeants nous disent, ah non, le Togo va bien, il y a de la croissance, il y a ceci, ceci. Et puis les gens se demandent, mais si on vit dans le même monde, c'est comme si on est dans un tunnel dont on ne voit jamais le bout. Donc, et puis, de l'autre côté, nous avons une opposition tellement divisée qu'elle est devenue inaudible. Et du coup, les gens disent, mais oui, nous sommes avec des gens qui ne font rien, mais il y a une opposition qui ne propose rien non plus. Et ce n'est pas parce que l'opposition ne propose pas, c'est parce que l'opposition est tellement émiettée que ces propositions, même si elles sont bonnes, même si elles sont intelligentes, elles sont inaudibles. L'opposition est inaudible. Donc, voilà. Est-ce que son avenir d'engager l'opposition même, son avenir, est-ce que son avenir est quelque part engagé là? Non, l'avenir de l'opposition, il y aura toujours une opposition. Il y en aura toujours. Sa crédibilité, par exemple. Je préfère sa crédibilité parce que c'est une question de stratégie. Est-ce que l'opposition adopte la bonne stratégie pour être crédible? C'est ça le vrai problème. Ok, on en parlera dans quelques instants puisque la tradition aussi au D12, c'est que les auditeurs puissent participer à l'émission après 45 minutes d'entretien avec l'invité. L'invité aujourd'hui, c'est Antoine Folly, le délégué général de UDS Togo. Il est ancien ministre des Sports. Et les numéros sur lesquels les auditeurs doivent intervenir, ces numéros sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Romaric Freitas me fait signe qu'il y a déjà un premier auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, on vous appelle comment et puis votre préoccupation? Oui, c'est Pelé. Oui, allez-y. Oui, j'ai deux préoccupations. Mon délégué, bonjour. Bonjour, M. Pelé, comment ça va? Oui, ça va très bien. Bon, d'abord, concernant le football. Bon, la fédération togolaise de 1972, en passant par, si on va considérer les militaires, les femmes, les humaines, la fille de rock, jusqu'à tomber sur la police comme un militaire ou bien gendarme, comme vous voulez. Bon, quelle est la différence? Quel a été le bilan quand vous étiez là-bas? Si vous pouvez nous donner le bilan entre les militaires et les civils, qui il faut choisir pour diriger le football? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de balayer la fédération, de faire une révolution dans la fédération comme on l'a fait au Sénégal? Deuxième préoccupation concernant la politique, quand vous fédérez tous vos efforts pour faire appel en appel, union en union, pour aller voir le président Paul Nassindé, vous avez beaucoup fait avec Nassindé, il y a des mois, ça n'a pas réussi, avec Nassindé, pour aujourd'hui, cohabiter, collaborer. Qu'est-ce qui vous empêche à être ensemble dans un programme commun au niveau de l'opposition? Merci. Bien, merci. Réponse. Ouais. Bon, d'abord, c'est vrai, concernant la fédération, ce n'est pas une affaire de militaires ou de civils, non. Vous savez, on ne peut pas développer le football dans un pays sans l'apport de l'État. Et l'État, c'est le gouvernement. Bon, donc ce qui se passe généralement, c'est que très souvent, l'État veut placer la fédération sous son autorité, sous son joug.
Et ça, c'est contraire aux règles de la FIFA. Première chose. Deuxième chose, vous avez parlé tout à l'heure de bilan, de balayer la fédération. Mais vous pouvez balayer la fédération, mais ça ne va pas changer les choses. Moi, je dis que ce qu'il faut, c'est que l'État affiche une volonté politique et que la fédération ait un programme de développement clair et que chacun, à sa place, joue son rôle. Que l'État ne s'évertue pas à vouloir jouer le rôle de la fédération et que la fédération ne se mette pas à la place de l'État. Que la fédération n'est pas un État dans l'État. La fédération est une institution qui a reçu délégation de pouvoir pour gérer le football, mais la fédération n'est pas un État. Et l'État n'est pas non plus la fédération parce que l'État n'est pas membre de la CAF, l'État n'est pas membre de la FIFA, l'État n'a pas vocation à organiser les compétitions de football, à participer. Mais l'État a vocation à contribuer sur tous les plans financièrement, etc., etc. Donc voilà un peu le vrai problème que nous avons toujours eu au Togo. Maintenant... mais en fait, si je comprends bien sa pensée, c'est est-ce que ça marche mieux avec les civils que les militaires ou vice-versa? Non, ça ne marche pas mieux avec les militaires qu'avec les civils parce que les problèmes restent les mêmes. Les problèmes restent les mêmes. Même un militaire qui est... Aujourd'hui, nous avons un militaire à la tête de la fédération. Mais je ne pense pas que les problèmes qu'il a ou les problèmes qu'il rencontre dans la gestion de la fédération, dans le développement du football, soient différents de ceux que un président comme Amii, comme Tata Vlessi, Godfrey Dekwe, etc., avaient rencontré quand ils étaient à la tête de la fédération. C'est noté. La deuxième partie de la question. Alors, il parle de l'union il parle de l'union de l'opposition autour d'un programme. Voilà, d'un projet. Il prêche un convaincu. Les gens nous demandent souvent pourquoi l'UDS s'évertue tant à parler de l'union de l'opposition. Mais nous sommes aujourd'hui dans une situation où moi je me dis que je suis très préoccupé par l'état de l'opposition. Parce que nous sommes dans un contexte où on a l'impression que l'opposition n'existe pas. Alors qu'il existe des partis d'opposition. Et puis, ce qui est encore plus grave, c'est qu'il n'y a aucun signe de renaissance de l'opposition dans le futur, dans un futur proche. Et je dis aujourd'hui que parce que nous sommes tellement émiettés que chacun parle pour lui et ce que dit chacun, même si ce n'est pas différent l'un de l'autre, n'est pas audible. Donc, il est important, comme il le suggère, que l'opposition se constitue en une force, en une véritable force politique crédible face au pouvoir en place. C'est la seule façon que nous avons aujourd'hui de tirer notre épingle du jeu. Là-dessus, cette union doit se faire évidemment autour d'un projet politique. Parce qu'il faut que les Togolais sachent ce que l'opposition veut incarner, ce que l'opposition propose de différent par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et que, que ce projet, qui est important, soit assorti d'un certain nombre de règles de fonctionnement qui permet à chacun de tirer, j'allais dire, un avantage minimum de cette union. Voilà. Si vous avez des difficultés au niveau de l'opposition pour éventuellement avoir un programme, est-ce que votre projet de gouvernement inclusif, ce que vous avez développé tantôt, est-ce qu'il est
Oui, est-ce qu'il n'est pas mort-né? Puisque là, vous avez déjà des difficultés au niveau de l'opposition. Maintenant, l'étendre au parti au pouvoir et à l'ensemble des acteurs impliqués dans la gouvernance, est-ce que l'idée même n'est pas mort-née? Non, l'idée n'est pas morte-née. La mise en œuvre de l'idée peut paraître difficile parce qu'un seul parti ne peut pas le faire. Il faut que un grand nombre de partis d'opposition se rassemblent autour de cette vision des choses. Une fois qu'ils sont réunis autour de ils sont regroupés autour de cette vision, il faut qu'ils adoptent ce que je disais tout à l'heure, de leur projet politique. Et c'est ce projet politique qui servira de base à des négociations ou à de la concertation avec le pouvoir en place pour parvenir à un dénominateur commun. Il y a des choses que nous voulons. Par exemple, je vais donner un exemple. Nous voulons la suppression du Sénat. Nous disons que le Togo n'a pas besoin de Sénat. Certains veulent un pouvoir présidentiel, c'est-à-dire supprimer le poste de Premier ministre et qu'on ait un pouvoir présidentiel comme c'est le cas au Bénin, comme c'est le cas aux États-Unis, comme c'est le... Bon, il y a un certain nombre de choses. Mais on peut arriver à nous mettre d'accord sur un minimum. Regardez, tout le monde parle de l'indépendance de la justice au Togo. Mais chacun a son idée. Il y en a qui veulent même qui proposent que les juges soient élus plutôt que nommés. Est-ce que la justice est un pouvoir ou une autorité? Voilà des choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord. D'abord entre nous et ensuite avec le parti au pouvoir pour arriver à ce dénominateur commun. Bien, merci. Nous reviendrons sans doute avant la fin de l'émission sur cette proposition que vous portez. Le deuxième auditeur, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Gérard. Oui, Gérard, vous avez un poste récepteur à côté. Oui, je pense que c'est bon. Oui, allez-y, Gérard. Je salue l'invité. Oui, bonjour Gérard. Oui, bon, je vous apprécie, M. Antoine Poli, parce que vous êtes neutre sur le sport. Vous avez été ministre des Sports dans ce pays. Maintenant, vu l'état de notre équipe nationale, est-ce que vous approchez actuellement les dirigeants actuels du sport, c'est-à-dire du football en particulier? Quels sont les conseils que vous leur donnez? Maintenant, deuxième question, je fais aussi un parallèle avec la politique. Vous êtes de l'opposition. Et donc, quelque part, vous formez une équipe. Et l'équipe de l'opposition face à l'équipe du pouvoir. Mais, comme l'avait dit l'autre, le premier oppositeur, pourquoi ne pouvez pas vous mettre ensemble? C'est-à-dire cette équipe-là, il y a des attaquants, il y a des défenseurs, il y a le gaulier, etc. Quand l'équipe-là gagne, il y a un attaquant, l'attaquant qui marque, c'est l'équipe qui gagne. Donc, vous devez tout faire. Il faut que dans cette opposition, quand l'autre dit, si ce n'est pas moi, donc l'autre ne passe pas. Vous venez de le demander tout à l'heure, quand vous parlez de gouvernement inclusif, bien politique inclusive, alors que l'autre parle de partage du pouvoir. Ça veut dire que c'est des choses de mots dans cette opposition. Pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre ensemble pour avoir un idéal politique pour pouvoir au moins convaincre ceux qui sont au pouvoir et le peuple pour que vous puissiez parvenir au pouvoir? Bien, merci Gérard pour votre intervention. La première partie de la question, votre rapport ou vos rapports avec les actuels dirigeants de la fédération. Ben, vous savez, je n'ai pas de rapport particulier avec les dirigeants de la fédération. Vous savez, les textes actuels de la fédération, j'allais dire, c'est mon équipe, le comité de normalisation qui les avait mis en place. Bon, avec un esprit, une logique, une philosophie qui est derrière. Bon, c'est vrai que moi, je me suis toujours mis à la disposition de ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui pour, ne serait-ce que pour leur dire, voir avec eux dans quel esprit nous avions conçu ces textes. Ces textes ont été conçus, ça va faire maintenant presque bientôt 8 ans. Mais en 8 ans, rien n'a bougé. Pourquoi?
Peut-être parce que ils n'ont pas, ils ont à leur disposition des textes dont ils ne sont pas appropriés. Non, dont ils ne perçoivent pas totalement l'esprit. Voilà. Il y a la lettre et puis il y a l'esprit. Et ils ne voient pas. Bon, donc, moi, je me suis toujours mis à leur disposition pour leur expliquer, pour leur... pas donner des conseils, non, même pour expliquer, pour dire pourquoi on a fait ça, dans quel esprit on l'a fait. Maintenant, je ne vais pas m'imposer, il faut que eux... S'ils ont besoin de vous, voilà. qu'ils vous fassent appel. Non, voilà, que ce soit eux Ok, qui me on a compris. demandent. La deuxième partie de la question, c'est l'éternelle question d'être ensemble. Là. Mais vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis. Il n'y aura pas de survie pour l'opposition face au rouleau infernal du parti au pouvoir si nous ne nous mettons pas ensemble dans le cadre d'un regroupement autour d'un projet politique. Voilà, c'est ça. Allô? On a compris. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Allô? Oui. Bonjour. Oui, allez-y. Avogadro. Avogadro, Avogadro, bonjour. Beaucoup de courage, hein? Ah, mais il en faut. Notre préoccupation, tout le monde était sur le point de recevoir la référence en 2020. Ça n'a pas été le cas. Nous voilà aujourd'hui en 2023. Et bientôt, il y aura l'élection en 2025. On m'en a vu que propose l'opposition pour que 2025, cette fois-ci-là, pour que nous proposons des conclusions concrètes. Parce que tant voir il y a des prisonniers politiques, des détenus, des exilés partout. Ça fait mal nous faire, qui sont emprisonnés, n'importe quoi. Et pourtant, l'opposition n'arrive pas à trouver le moyen le plus sûr pour que nous parvenions à ce que nous cherchons là. Et je vous pose la question, que doit-il faire exactement pour que 2025 là, le peuple togolais puisse avoir du sourire aux lèvres? Merci beaucoup. Bien, merci pour votre intervention. Ouais. Non. Alors, moi, je dirais tout simplement que 2025 passe par 2023. Alors, nous avons des élections législatives et peut-être régionales. Je dis peut-être parce que nous, ce n'est pas notre vision. Nous avons des élections législatives en 2023 ou début 2024. Alors, nous sommes aujourd'hui le 23 juillet. Notez-le bien, si l'opposition prend le risque d'aller aux prochaines élections législatives en rang dispersé, comme ils l'ont fait pour les élections présidentielles de 2020, ça sera la débandade. Peut-être aurions-nous, à ce moment-là, au maximum 15 ou 20 députés. Peut-être. Si nous avons 15 ou 20 députés, ça serait un maximum. Alors, si c'est le cas, eh bien, comment pensez-vous que nous puissions faire l'alternance en 2025, dans un an et demi? Ce n'est pas possible. Donc, si nous voulons faire l'alternance, si nous voulons provoquer l'alternance en 2025, ça passe par 2023. Et imaginez un scénario où, dans toutes les préfectures de ce pays, l'opposition, excusez-moi, l'opposition telle qu'elle est aujourd'hui, parvient à se mettre d'accord sur des listes uniques de l'opposition partout face aux listes du parti au pouvoir. Je suis sûr que nous inverserions la tendance. Aujourd'hui, unir à tout. L'Assemblée est totalement acquise à unir. Tous les textes que présente le gouvernement sont votés à l'unanimité. Donc, ça veut dire que le parti au pouvoir détient la quasi-totalité de l'Assemblée. Alors, imaginez un seul instant que
Pardon, imaginez un seul instant que nous parvenions à l'union de l'opposition, à l'union politique forte de l'opposition pour les prochaines élections législatives. Eh bien, nous pourrions même envisager d'emporter la majorité parlementaire à l'Assemblée. Mais si nous ne le faisons pas, nous n'aurions même pas ce qu'on appelle la minorité de blocage. Bien. Ça, c'est un fait. Votre prédiction, c'est une vingtaine de députés. Oui. Si vous allez en rang dispersé. Si nous y allons en rang dispersé. Une vingtaine. Maximum. Ok, c'est noté. Maximum. C'est noté. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Ah, Bozambo, bonjour. J'aimerais dire quelque chose. L'État ne regarde pas les populations. Les opposants aussi ne regardent pas les populations. Nous sommes là, si les élections viennent, on dit allez voter, allez voter, allez voter. Si nous avons des problèmes dans les petites entreprises, les Togolais qui voyagent au Liban, les Libanais le torturent là-bas. Les Libanais qui sont au Togo, nous torturons nos frères qui travaillent avec eux. Mais aucun opposant ne dit rien. Le gouvernement, tant qu'ils travaillent avec eux, ils mangent dans leur assiette. Et pour les opposants, si les peuples togolais souffrent, qui crient, vous les opposants, vous ne regardez même pas. La fois passée, on a reçu un opposant sur Canal F1, j'ai posé la question, pourquoi il n'a pas répondu à ma question? Et c'est ça qui m'a touché. Et je voudrais vous poser cette question aujourd'hui. À propos de un magasin qui est à Corée-Soa, sont pris les applaudissements. Et une soeur qui sont dans l'entreprise, au moment de tuer les applaudissements, il y avait des caméras partout. Donc, il a pris quelques agents dans la poche de l'applaudissement. Elle a pris. Et l'autre aussi a pris. En son temps, on lui avait privé, on a trouvé l'argent sur lui, on dit que comment il a vu, donc il a vu qu'au moment que ils sont en train de faire des triages, c'est là qu'il a vu l'argent. Donc le directeur a dit qu'il doit faire une lettre de l'explication. Elle est venue à la maison, il a fait lettre de l'explication pour donner ça au directeur, au chef personnel de la société. On lui avait senti automatiquement que il n'est pas le droit, elle n'a pas le droit, les deux n'ont pas le droit, ils ont trouvé quelque chose dans la poche ou bien comme, donc ils ne pouvaient pas pris. Donc, au retour de la maison, moi-même j'ai appelé le chef personnel de l'entreprise et je lui ai demandé, est-ce que ça là, ça se trouve dans votre texte? Il dit que non, ça ne se trouve pas dans le texte. Leur directeur, il ne sait pas comment il travaille, donc il prend sa décision et personne ne conteste pas. Donc, je vous prie, vous, en tant que les leaders de parti qui nous disons aller aux élections, allez faire l'enquête au C2A et pour voir, là, on prit la colonie au niveau d'accord vers CP3 pour voir ce qui se passe à nous, les populations. Merci. Bien, merci, Bozambo. Merci pour votre intervention et sur ce témoignage que vous venez de partager avec nous. Vous avez compris? Non, j'ai compris, tout à fait. Non, vous savez, d'abord, il y a deux problèmes. Il parlait des Togolais qui vont au Liban, etc. La défense et la protection des Togolais d'une façon générale, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, relève des prérogatives de l'État. L'opposition, lorsqu'elle est saisie de certains faits, peut dénoncer, mais sachez, comprenez que la défense et la protection des Togolais, partout où ils se trouvent, relèvent des prérogatives de l'État. Donc ne demandez pas à l'opposition d'aller défendre des Togolais qui se font malmener. Non, mais en fait, ce qu'il dit n'est pas totalement faux. En réalité, dans nos pays, les oppositions ou en réalité les acteurs politiques, pour le dire comme ça, sont beaucoup plus préoccupés par des questions politiques que d'autres types de questions, comme cette question qu'il vient d'aborder là. Non, mais bien sûr, mais vous savez, c'est ce que je dis. Mais vous dénoncez rarement, en fait, vous portez rarement de regard sur des questions qui sont exclusivement sociales ou économiques. C'est ce que je dis. Lorsque ces questions sont portées à notre connaissance,
nous apprécions, nous donnons notre appréciation. Bon, nous le faisons. On l'a fait, dans d'autres cas, je n'ai pas souvenir, mais on l'a fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la défense et la protection des Togolais relèvent des prérogatives de l'État. Maintenant, c'est noté. Sur la question qu'il vient de poser là, sur ce témoignage. Sur ce témoignage, vous savez, c'est une question qui relève du droit. L'entreprise est considérée comme une propriété privée. Alors, l'entreprise doit se soumettre aux lois du travail du pays, c'est-à-dire au code du travail. L'entreprise définit son règlement intérieur auquel tout le monde doit s'astreindre. Voilà les deux éléments de droit qui régissent les rapports, je vais dire, entre l'entreprise et l'État, et ensuite entre les salariés de l'entreprise et l'entreprise. Donc, il y a des inspecteurs du travail dont c'est le travail des inspecteurs, dont c'est la fonction, la vocation de régler ou de recueillir les plaintes des salariés. Mais ça peut aussi arriver que ces plaintes aillent à la justice. Bon, donc, il existe des structures pour régler ces problèmes, soit par le droit du travail en passant par les inspecteurs du travail, soit par le règlement intérieur de l'entreprise. Mais, bon, c'est vrai, lorsque les violations du droit du salarié sont évidemment fréquentes, sont fréquentes, sont trop criardes, bah, les partis politiques, lorsqu'ils sont saisis, peuvent pas intervenir, mais nous ne pouvons que dénoncer, nous ne pouvons que interpeller le gouvernement. Mais nous n'avons pas vocation à aller dans les entreprises pour régler les problèmes des conflits entre les entreprises et leurs salariés. Non. Allô? Oui. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne, allez-y. Madame, ici, votre téléphone recommence là. Oui, votre téléphone. Oui. Ce que vous dites, nous, on n'arrive pas à le comprendre là. Allez-y, on va voir. Allez-y. Monsieur Poli vient nous parler de l'union politique. Pourquoi vous faites ça? Et tout ce que vous avez fait depuis le poste jusqu'à la dernière fois. Et quoi alors? Pourquoi vous faites ça quoi? Là, par exemple, là, madame, si on n'arrive vraiment pas à vous. Je ne sais pas si j'ai quand même perçu quelques bribes là sur la question de l'unité de l'opposition, de l'union. Et elle fait le rappel de tout ce qui a été fait depuis Code 1, Code 2. Tout ça n'a vraiment pas marché. En réalité, c'est le sens de sa préoccupation. Est-ce qu'il va falloir continuer? En réalité, ça donne un peu ça. Non, vous savez, bon, j'ai la chance ou la malchance d'avoir participé à toutes les alliances politiques qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, depuis le début des années 90 jusqu'à maintenant. Mais le Code 1, d'abord ça a commencé par le FOD, le Front des organisations démocratiques, et ensuite le Code 1, c'était surtout pour canaliser les revendications populaires qui devaient aboutir à l'organisation de la conférence nationale souveraine. Bon. Après, il y a eu le Code 2. Le Code 2 avait été créé pour poursuivre les actions en faveur de la conquête de la démocratie et d'aller à des élections. On avait, à l'époque,
on devait aller à l'élection présidentielle de 93 avec un candidat unique qui avait été choisi en la personne de Demkodjo. Malheureusement, les conditions étaient telles que nous avons dû abandonner. Bon, ensuite, il y a eu d'autres alliances. Mais là, par exemple, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, Ouais. concrètement, est-ce qu'il va falloir continuer? Parce qu'il y a certains partis politiques qui pensent aujourd'hui qu'ils peuvent aller seuls. Visiblement, en réalité, c'est un peu ça aussi. Ben, ils n'ont qu'à y aller. Ils n'ont qu'à y aller. On oblige, c'est-à-dire on ne va obliger personne à se mettre ensemble. Mais nous considérons que dans l'état actuel des choses, il ne faut plus faire des coalitions pour une élection. Mais il faut faire une coalition autour d'un vrai projet politique qui s'étale dans le temps. Bien, merci, c'est dans le temps. Noté. C'est ça la différence entre ce que nous proposons maintenant et ce qu'on a fait jusqu'à présent, des alliances électorales ou des coalitions qui n'ont jamais survécu à plus d'une élection. Allô? Voilà. Allô? Oui. Oui, allez-y. Madame Essissi, aujourd'hui, si ça ne marche pas, ce serait bien que vous me rappeliez hors antenne pour voir ce qui ne va pas avec votre téléphone. Parce que souvent, quand vous nous appelez, on a des difficultés à faire comme ça. Je comprends pas. Je trouve que le téléphone pour tout le monde. Et si on le bruit en particulier, c'est ça le plus. En fait, nous avons deux numéros. Nous avons deux numéros. Et soit vous changez, vous appelez sur le deuxième numéro, on va voir si ça va marcher. C'est important. Allez-y. Et puis, bon, les regroupements, tout ça là. On était, bon, moi, je ne comprends pas pourquoi vous ne portez jamais plainte contre le régime qui fait des mandats non limites pour nous faire grâce des regroupements, des élections, tout ça là. Il faut porter plainte. Toute constitution au monde prévoit deux mandats de 4 ans ou de 5 ans. À tout. Mais il faut faire 12 mandats. Pourquoi vous ne portez jamais plainte? Même si c'est leur justice. Allez sortir plainte pour qu'on appelle quoi. On était dans ce pays. En 2020, pour les présidentielles, on avait un seul parti politique. Mais vous êtes vous tous les de l'opposition, vous êtes tu, on a chargé que le parti qui n'a jamais collaboré. Vous n'avez rien dit. Personne n'a levé le drapeau du stop à ça. Madame Messi. Madame Messi. Oui. Mais il a fait une proposition. En réalité, si vous avez une question par rapport à sa proposition, la question, je le lui ai posée déjà. Est-ce que, par exemple, c'est important de continuer par faire des unions? Cette question... Il n'y a pas de deuxième tour aux élections législatives, madame. Madame Messi, merci d'être intervenue. Madame Messi, on a noté. Elle n'est pas d'accord avec ce que vous avez proposé. Non, Maintenant, elle a dit un truc. Elle parle de plainte. Voilà, elle dit que pourquoi est-ce que vous ne portez pas de plainte? Non. Vous savez, nous sommes des partis politiques. Nous devons respecter aussi la loi. C'est parce que nous respectons la loi que nous exigeons du parti, enfin, du pouvoir qu'il la respecte aussi. En 2002, nous avions fait, l'opposition à l'époque avait fait le choix de boycotter les élections législatives de 2002. Eh bien, ça a ouvert la voie au RPT pour disposer de la majorité des 4/5e pour modifier la Constitution et faire sauter le verrou de la limitation de mandat. Alors, au nom de quoi, dès lors que ce verrou a été sauté, ben, vous allez porter plainte sur quelle base? En 2003, le verrou a été sauté, mais une fois que le verrou a sauté, eh ben, vous allez porter plainte sur quelle base? En disant qu'il faut que M. Yadema à l'époque fasse que 2 mandats. Voilà. Bien, mais c'est noté. Nous avons cette journée-là, du dimanche, est une journée
aussi historique, hein, puisque le 23 juillet 1992, quand on évoquait tantôt ceux qui sont revenus de France pour participer à la conférence nationale, Tavi Amorin, que vous connaissez très bien, il a été touché. C'était le 23 juillet 1992. Ça fait 31 ans aujourd'hui. Un mot par rapport à... Il était très jeune à cette époque. Bien sûr. Non, Tavio, c'est quelqu'un que je connais bien, avec qui nous avions travaillé ensemble. Et son assassinat a apporté un grand coup à l'opposition. Et si, depuis 31 ans, tous les ans, il y a des hommages à sa mémoire, il y a des hommages, c'est parce que Tavio portait en lui, j'allais dire, l'espoir de la jeunesse togolaise. Il était un peu, bon, dans une bonne mesure, hein, disons-le, notre Thomas Sankara à nous. Vous voyez. Donc, ça a été un grand coup porté à notre lutte à cette époque-là. Mais justement, parce que ça a été un grand coup, que nous devons tous, en sa mémoire, continuer le combat qu'il a commencé. Tavio, on était ensemble tous les jours. On mangeait ensemble tous les jours quand il était là. Donc, son assassinat a été quelque chose de très, 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 très douloureux pour nous. Vous voyez? Donc, pour continuer la lutte, en sa mémoire, continuer à saluer sa mémoire, continuer la lutte qu'il a commencée. Lui-même l'avait dit. Il avait dit que la lutte que nous avons commencée, peut-être que cette lutte aboutira de toute façon. Ça aboutira et que nous ne serions peut-être plus là. Mais que chaque fois que on assassinera un combattant togolais pour la démocratie, pour le développement, il en naîtra d'autres. Et Tavio Amorin continuera d'être un exemple pour nous tous et surtout pour la jeunesse togolaise. Bien, merci. Il nous reste encore quelques minutes pour clôturer cette émission. Mais nous allons parler des prochaines élections. Oui, nous allons parler des prochaines élections. On sait que récemment, vous vous êtes retrouvés carrément à l'intérieur du pays pour le congrès de l'UDS Togo. Mais ce choix, c'est curieux quand même, puisque presque tous les grands rassemblements, toutes les assemblées, et les choses se passent à Lomé. Pourquoi avoir choisi Ngoatien? Alors, nous avons choisi Ngoatien par... c'était pas un choix anodin. Vous savez, Ngoatien a été la première fédération de l'UDS créée en dehors de Lomé. Et le premier meeting de l'UDS en dehors de Lomé, c'était à Ngoatien. Donc, et en plus, ce sont des gens qui s'étaient regroupés spontanément, qu'on n'était même pas allé démarcher. C'est eux-mêmes qui ont créé la fédération et qui sont venus vers nous. Et Ngoatien est resté pour l'UDS une fédération, j'allais dire, historique jusqu'à maintenant. Et c'est à cela que nous avons voulu rendre hommage. Et nous allons faire notre prochain congrès qui aura lieu en 2024. Nous avons déjà fixé la date. Aura lieu en 2024, fin 2024. Se déroulera à Dapaon. Bien, depuis Ngoatien, donc vous avez commencé par préparer les prochaines élections. Et comment vont-ils ces préparatifs? Non, vous savez, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons le choix entre un objectif de survie, c'est-à-dire avoir 1, 2, 3 députés et continuer à vivre, et puis l'objectif de l'alternance. Nous, à l'UDS Togo, nous sommes résolument dans la logique de l'alternance. Ce qui importe pour nous, à l'UDS, ce n'est pas d'avoir 2 ou 3 députés pour continuer à exister comme parti. Vous n'en avez jamais eu à l'UDS? Non, pas du tout. Non, jamais. Et ce qui est important pour nous, ce n'est pas d'avoir 2 ou 3 députés. Ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre de partis d'opposition se regroupent
et travailler ensemble dans le cadre des prochaines élections législatives pour inverser la tendance à l'Assemblée nationale et faire en sorte que nous puissions, à défaut de remporter la majorité parlementaire, au moins équilibrer les forces. Bien. Voilà. Sur le chemin de ces élections-là, les listes électorales provisoires ont été affichées. Ces listes, sans doute, ont été consultées par les Togolais. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes déplacé dans votre centre de vote pour regarder, pour voir si votre nom est bien présent? Absolument, absolument. Je suis allé dans au moins 3 circonscriptions électorales. Bon, on l'a fait plusieurs, on s'est répartis. Moi, je devais aller voir dans les lacs, dans la préfecture de Bamono et dans la préfecture de Hao. Bon, donc, nous l'avons fait, nous avons travaillé dans ce sens. Hier, pas plus tard que hier, j'étais dans la préfecture des lacs. Les gens s'étaient étonnés que c'était juste 2 jours. Bon, c'est ce que prévoit la loi. Mais vous savez, le travail, c'est avant qu'on doit le faire. C'est-à-dire le travail de vigilance, de faire en sorte que ne s'inscrivent pas sur la liste des gens qui ne devraient pas y être. Alors, une fois que des gens sont inscrits sur la liste électorale, par exemple des non-togolais qui s'inscrivent sur la liste électorale, des mineurs qui s'inscrivent avec un âge différent, ben, vous voulez faire quoi après? Donc c'est avant qu'il aurait fallu qu'on s'organise pour empêcher l'inscription de non-togolais et de mineurs sur les listes électorales. À propos de cette situation, par exemple, il y a Dodivi Gustamat, en fait, c'est comme ça que le nom est écrit, Gustamat. Il a dit qu'après l'affichage des listes électorales, il y a très peu d'engouement des électeurs pour faire la vérification. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Non, mais bien d'abord, le délai est très court. Et puis, il se passe souvent des choses un peu bizarres. C'est que dans un centre, dès que vous repérez 2 ou 3 cas qui font l'objet de litiges, de conflits, eh bien, des gens passent derrière pour déchirer les listes. Bon, c'est comme ça. Donc, c'est vrai que l'engouement pour les vérifications post-recensement, il est moindre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avant, au moment du recensement, il fallait concentrer nos forces pour empêcher l'inscription des non-togolais et des mineurs. Au moment où se préparent ces élections, on peut aussi se poser la question de savoir comment est-ce que les autorités vont s'y prendre pour ce qui concerne la région du Grand Nord. On sait que ces régions-là sont objets d'attaques terroristes depuis quelque temps. Et comment est-ce que vous, par exemple, vous l'imaginez? Ben, écoutez, nous avons appris ces derniers temps que, la semaine dernière, il y aurait eu des attaques terroristes, que plus de 200 bœufs auraient été abattus, qu'il y a eu derrière une nouvelle attaque qui aurait coûté la vie à une douzaine de nos agents des forces de défense et de sécurité. Bon, malheureusement, l'État ne communique pas sur ces éléments, sur ces événements, ces incidents. Alors, du coup, il est très difficile pour nous, partis politiques, de réagir, parce qu'on ne peut pas réagir sur la foi des rumeurs ou de ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Bon. Mais il y a le parti Adi, par exemple, qui demande l'ouverture d'une enquête. Mais peut-être que Adi a des informations que nous n'avons pas. Mais est-ce que c'est un appel que vous soutenez, par exemple? Qu'il y ait une enquête? Mais que le gouvernement communique déjà. Que le gouvernement communique, qu'il nous dise ce qui s'est passé. Bon, mais on ne va pas demander une enquête, mais si le gouvernement dit non, il ne s'est rien passé. Vous avez demandé une enquête, pourquoi? Pourquoi faire? Donc, que le gouvernement communique déjà. On ne demande pas au gouvernement de nous donner des détails croustillants sur ce qui s'est passé, mais qu'au moins, comme il le faisait au début, qu'on communique, qu'on nous dise que à tel moment, à tel endroit,
il y a eu des incidents et que ça s'est terminé par... Aujourd'hui, le gouvernement ne communique plus. Donc, ça nous met dans une situation d'incertitude très délicate pour pouvoir communiquer. On ne peut pas le faire sur la base des rumeurs ou sur la base des choses qu'on lit sur les réseaux sociaux. Vous voyez. Mais je voudrais profiter de cette occasion. Si ce que a dit, a écrit est avéré et que des gens, des éléments de nos forces de défense et de sécurité ont perdu la vie dans une nouvelle attaque, je voudrais profiter de votre antenne pour présenter toutes mes condoléances aux familles éplorées, présenter les condoléances aux forces armées togolaises, aux forces de défense et de sécurité. Et puis, moi, je réitère l'appel au gouvernement de communiquer, d'avoir un minimum de communication. Et surtout, de penser à informer régulièrement les acteurs politiques sur la réalité de ce qui se passe dans cette zone de notre... Mais merci d'être venu, Antoine Foli. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'UDS Togo, ancien ministre des Sports. Cette émission, elle s'achève. Merci à Romaric Fetas pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atioubé. À dimanche. Au revoir. Merci.